Aux portes des éternités. Épisode 3. Deuxième partie. Complémentarité des trous noirs. Certaines choses doivent être racontées par paires. Deux choses créées pour s'annihiler mutuellement. C'est la seule façon pour la vérité de s'échapper. Dans le gouffre d'un supervide, tous les chemins mènent au centre. L'espace et le temps échangent leur place. En bas est la même chose que demain. Révision 10. Les guerriers de l'aube. Alia tire la langue en se concentrant. Ta langue, murmure Sir Vondam, essayant de ne pas rire. Alia hoche la tête et ferme la bouche si fort qu'elle se mord le bout de la langue. Cela la fait grogner et presque jurer, mais elle ne jure pas et ne perd pas sa concentration sur son travail. Enrouler une bannière Imsari de 3 mètres autour de la jambe gauche de Sir Vondam. Son chevalier doit être enveloppé dans son réticule avant de pouvoir revêtir son armure. C'est son devoir en tant qu'écuyère et aspirante. Personne ne verra réellement les bannières Imsari sous l'armure de combat de Sir Vondam, mais Alia veut qu'il se sente parfaitement enveloppé, couvert des pieds à la couronne dans les serments chevaleresques. Elle sait mieux que quiconque comment ajuster le tissu à sa chair. Voyez ici, comme il y a de la graisse sur ses cuisses. Voyez comment elle se comprime sous l'enveloppe des bandages Imsari, créant des plis qui pourraient frotter ensemble et causer un intertrigo. Ne laissez pas votre chevalier être irrité. Pressez au plus près leurs bandages. Laissez-les sceller contre la peau, ne pas la surplomber. Ce n'est pas grave si tu tires la langue, tu sais, dit Sir Vondam. Je te le rappelle parce que tu me l'as demandé. Ça me donne l'air ridicule, sire. Ce n'est pas grave de paraître ridicule, écuyère. Je le fais souvent. Il le fait, en effet. Merci aux étoiles pour sa sottise et pour sa graisse. Tant de chevaliers sous l'étoile de la compagnie indépendante sont audacieux, impétueux, insupportables et en sueur. Des illustrations anatomiques ambulantes avec leur métabolisme poussé à la limite, brûlant comme des bougies, avalant des chopes d'eau salée dans le sauna pour pouvoir continuer à vénérer au niveau cellulaire. Parfois, Alia pourrait jurer que le lit de leurs ongles fume une fumée brune. Quand elle sera chevalier elle-même, elle souhaite être comme Sir Vondam, qui rayonne de calme au lieu de chaleur et sans l'huile d'argan plutôt que de la sueur de cétone. Ce n'est pas grave pour un chevalier de paraître ridicule, hasarde-t-elle. Vous avez fait vos preuves. Un écuyer n'a rien prouvé et doit être sérieux. Grogne Vondam, avançant la mâchoire. Très sérieuse, mord la langue. Elle repousse cette taquinerie en ajustant la bande de liaison de la rondelle gauche sous son aisselle glabre. Tout le monde est rasé sur le candéla, sauf parfois sur la tête. C'est soi-disant parce que l'atmosphère est toujours chaude et souvent riche en oxygène, faisant des cheveux un risque d'incendie. Alia pense que le rituel de la cire de bougie utilisée pour enlever les poils est la vraie raison. Cette douleur vive et dure sied bien aux doctrines de la compagnie indépendante et son synthésisme particulièrement militant. La compagnie indépendante est une compagnie de mercenaires, mais elle est mercenaire pour une cause, combattant pour offrir le don de sa violence aux nécessiteux de la foi synthésiste. La première fois qu'ils l'ont plongée jusqu'au menton dans un bain de cire fondue et ont arraché le moulage de son corps, elle a crié, mais tous les autres écuyers l'ont acclamée. Et elle s'est sentie si propre après, dépouillée de tout ornement inutile. Même ses pores semblaient vides, légers. Les autres écuyers de son groupe l'ont baignée et habillée comme elle habille son chevalier, et ils l'ont admirée aussi, sa force, ses cicatrices, sa résistance à la douleur. C'était la fois où elle a été le plus touchée depuis qu'elle s'en souvient. C'est ce que font les synthésistes. Accepter la douleur calculée est nécessaire pour augmenter toujours plus la synthèse lumineuse. Nous allons au Père de l'Aube aujourd'hui, dit Sir Vondam. Il pourrait y avoir du combat. Alia brise la cohérence.
la similitude de ce rituel avec celui effectué par tous les autres écuyers, à travers le temps et l'espace, et cligne des yeux vers lui. Sire? Combat? Cohérence aspirante. Occupe-toi de ton travail. Alia se mord la langue de nouveau. Il y a un petit point engourdi, là, à force de se la mordre. Sire, il y a une possibilité d'infiltration. Nous allons renforcer les porteurs photons du père de l'aube. Il semble impossible que quoi que ce soit puisse infiltrer le père de l'aube. Elle a vu des images sur Coronet. Chaque panneau des couloirs du cuirassé portait le petit polype noir d'une cnidomine. Elle attache le dernier bandage, la gorgette autour de la gorge. « Je suis prête, sire. »« Tu ne l'es pas, » dit Vandamme doucement. « Personne n'est prêt pour la bataille, sauf les morts. »« Je ne pense pas être prêt. J'y suis habitué, oui, et j'admets en avoir le goût pour. Mais je ne suis pas prêt pour ça. C'est une chose terrible, la façon dont nous combattons. Les murs solides deviennent comme du brouillard. Les armes tuent aussi vite que la vue. Tu te feras honte. Ce n'est pas grave. Nous le faisons tous. Sache que tu ne me feras pas honte. Je ne le ferai pas, sire. Elle a fini de l'envelopper. Il est temps de revêtir sa chausse corporelle, puis son harnais complet. Une fois, ils disent la litanie. Vandamme s'étire, testant son amplitude de mouvement. Sa peau contraste magnifiquement avec les bannières Imsari blanches. Il ressemble à une grande momie fraîche. Comprends-tu l'importance du père de l'aube? C'est une question incidente, posée à Alia pour provoquer la réponse cohérente. Le but n'est pas de tester vos connaissances, mais de convertir les connaissances en pratique et en compétences, en une excellence habituelle, afin que vous puissiez entrer en cohérence avec toute la compagnie et toute la foi dans un rayon incandescent de changement. Il travaille pour une aube plus longue, sire. C'est vraiment incroyablement simple. L'univers finira par manquer d'éther pour former de nouvelles étoiles. Quand les étoiles cesseront de se former, l'aube prendra fin, et l'univers devra suivre son cours avec la lumière et le métal qu'il a créé, jusqu'à ce qu'éventuellement, il s'épuise. Maintenir les étoiles en vie prolonge l'aube. Plus vous faites de lumière et de métal tôt dans l'univers, le plus tôt sera le mieux, comme un jeu d'enfant de double pierre, transformant 1 en 2, en 4, en 8. Plus longtemps cette lumière et ce métal peuvent travailler pour faire une différence, pour faire de la vie. L'aube ne durera pas éternellement, mais c'est comme ça doit être. Ce n'est pas la faute de l'univers si nous mourons. C'est un miracle que nous ayons à vivre. Et ce miracle devrait se reproduire aussi souvent que possible. En fin de compte, tout est lumière. C'est ainsi qu'elle se raconte l'histoire. Toute vie est lumière, la lumière est la force animatrice qui nourrit les plantes et les machines, la lumière crée le mouvement. Sans lumière, la matière n'est rien. La vie est lumière. L'ennemi prétend vénérer le vide, mais ce qu'il vénère vraiment, c'est la masse, la laideur compactée jusqu'à ce que l'univers l'enveloppe pour cacher sa honte, comme l'abomination qu'ils ont faite de Sotera. L'abomination que le père de l'aube renversera. Mais ce n'est pas comme ça qu'on dit tout ça à haute voix. Non. On le dit comme ça enthousiasmé Alia la première fois qu'elle l'a entendu. Quand les chevaliers solaires ont illuminé les cieux de son monde, mis fin à l'hiver du disque et restauré le soleil. Vous faites face à l'étoile que vous orbitez. Vous prononcez la litanie de l'aube. C'est la version orthodoxe et pas aussi excitante que la litanie que certains chevaliers préfèrent. Mais Alia l'aime quand même. C'est la première qu'elle a entendue. Louez la lumière de l'aube, louez pour le matin. Quand elle se lève, nous nous levons aussi. Louez la lumière de l'aube, étincelle de la création. Quand elle se lève, nous nous levons tous. Louez l'aube qui anime le temps et le mouvement. Comme elle nous meut, nous bougerons. Oh, remerciez l'aube qui pointe. Remerciez la lumière de l'aube, moteur de l'être. Parce qu'elle est, nous pouvons être. Remerciez la première lumière de l'aube, grâce pour les vivants,
L'aube grandit, nous le devons nous aussi. Augmenter le compte des aubes à venir. Louez l'aube car elle est la flèche qui pointe vers la luminosité du ciel lointain. Chérissez l'aube car elle est inachevée. Quand elle se lève, nous nous levons aussi. Sire, dit-elle quand le silence sacré a eu assez de temps pour lui-même. Y a-t-il du temps pour le petit déjeuner avec mes amis? Wondam essuie une larme de son œil. Sa voix est respectueusement étouffée. Si c'est là où tu veux être quand tu feras face à la mort, écuyère, alors il n'y a de temps pour rien d'autre. Elle les voit à table, tous les autres écuyers de son groupe, et marche un peu plus vite, se frayant un chemin à travers la foule du réfectoire pour rejoindre son équipe. Étoile, Alia, ne sois pas si visiblement heureuse de les voir, tu ne t'en remettras jamais. Mais elle ne peut s'en empêcher. Ils sont tous venus à la compagnie indépendante ensemble, aspirant de la première lumière de toute la foi. La plupart viennent d'étoiles du Palatinat, bénissez Taman IV, régent maximum du Palatinat céleste, pour avoir fourni les vaisseaux, les armes et la sanction sacrée de cette compagnie indépendante. L'une d'eux, Kataphrine, est la fille d'un Cosmo grand, bien que pas très important. Alia pense que Kataphrine serait plus heureuse comme fille de personne, mais elle garde soigneusement ses pensées pour elle. « Tout le monde a été informé ?» demande Alia, s'asseyant avec son tranchoir. Les écuyers reçoivent le pain rassis de la boulangerie pour manger au lieu d'assiette. « Informé de quoi ?» chantent-ils tous en chœur, la question incidente, la réponse cohérente. « Informé que tu as encore tiré la langue ?» suggère Kataphrine. « Je ne l'ai pas fait » proteste Alia. « Eh bien, je l'ai fait. » Elle la montre sous les rires. « Je n'arrive pas à croire qu'on fasse semblant de ne pas savoir, » gémit Isidore. « Je vais mourir. » Kataphrine lui lance un bigorneau. Isidore l'attrape et le mange pendant que tout le monde le taquine. Quand il regarde brièvement Alia, elle lui fait un petit sourire, comme s'il partageait un secret. Isidore se plaint constamment, mais c'est aussi de loin le meilleur combattant du groupe, venant d'une famille d'architectes de paysages de miroirs. Il connaît les astuces de la lumière comme Alia connaît, comment enrouler des bandages autour de corps froids. C'est aussi un homme vaniteux, qui utilise les plaintes pour attirer les louanges et les consolations, mais elle ne le dit pas. Il y a très longtemps, elle a appris que l'honnêteté transparente, parfaite, permet aux gens de vous voir parfaitement. Parfois, ils n'aiment pas ce que vous leur montrez. Et alors, ils seront transparents à propos de leur aversion. Ça n'a pas de sens pour moi, réfléchit Kataphrine. Ce qui, je suppose, et pourquoi ils le font. Par ils, tu veux dire l'ennemi? Demande Santaphore. Santaphore est soit plus lent que le reste du groupe et compense en vérifiant 3 fois, soit plus prudent et ne s'inquiète pas de sembler lent. Oui, les monoïstes, dit Kataphrine avec impatience. Tu les as oubliés, Santa? Oublié ça? Sous leurs pieds, le long du gratte-ciel de la coque du vaisseau bouclier Candela, se trouve la noire et cendrée hyperespace de Sotera. Le Candela orbite au-dessus, bouclier pointé vers le haut, protégeant le père de l'aube, pendant qu'il tire ses lasers en longue boucle autour du trou noir, chargeant la javeline qui fera l'intervention finale. Je n'ai pas oublié, murmure Santaphore. Kataphrine débite un briefing comme si elle était déjà chevalier. Enlight a préparé toutes les stratégies que l'ennemi pourrait tenter et tous les oracles qu'il pourrait consulter. Les nihilistes ne voient aucun moyen raisonnable de nous battre. Donc, ils ont besoin d'un moyen déraisonnable, un moyen qui n'a pas de sens. Jeter des gens sur le problème et espérer que l'un d'eux réussisse quelque chose. Une attaque suicide. Dépense minimale des ressources du monastère, retour maximum possible. Chaque personne que nous tuerons aujourd'hui sera involontaire. Tous se sont portés volontaires pour mourir. Parce que s'il y a une chose que font les adorateurs du vide, c'est qu'ils abandonnent vite. Kataphrine mange un bigorneau. Totalement égoïste. Alia, pensive, mange un bigorneau aussi. Comment est-ce égoïste de se porter volontaire pour mourir? Mourir seul? Dit la petite Quinidad. Est plus facile que de réunir tout un groupe de personnes pour s'entendre sur quoi faire. De la même manière qu'il est plus facile d'abandonner la synthèse lumineuse et de se fixer sur transformer tout l'univers en trou noir,
suggère Alia. Tout le monde s'accorde en douceur. Un esprit pervers possède Alia. Elle est l'écuyère de Vandamme. Elle se sent spéciale, forte et sûre d'elle parce qu'il est si fort et si sûr de lui. Et cela lui donne envie de tester sa force. Pensez-vous qu'il pourrait être plus difficile de faire un choix seul, sans la guidance de la synthèse? Je veux dire, nous sommes une foi de science. Le Palatinat compile tout ce que nous savons et calcule le meilleur chemin. Donc, chaque fois que nous devons décider, nous regardons simplement la synthèse. Mais s'il y avait un choix qui ne convenait pas à la synthèse, qui ne pointait pas vers le bien le plus probable à long terme, mais dont vous étiez sûr qu'il était quand même, elle s'interrompt en difficulté. Sûr que c'était quoi? Bon, mais pas bon pour la synthèse? Est-ce même possible? Ces questions sont importantes, dit la petite Quinidad aux cheveux de page, vive proportionnellement à sa taille. Mais c'est pourquoi nous avons la synthèse pour nous guider, non? Le but, c'est que quand vous ne savez pas quoi faire, vous levez les yeux et trouvez la synthèse à l'horizon, et vous allez dans cette direction. Quinidad est l'enfant d'un mathématicien aristocrate. Voilà, c'est tout, dit Santafor, avec le plaisir d'un homme feignant d'être lent en faisant la leçon à ses amis plus rapides. Si jamais tu es confuse sur quoi faire, Alia, cherche la synthèse. Cataphrine, si jamais tu es confuse sur ce que fait l'ennemi, cherche la synthèse. Isidore, quand tu es vraiment, totalement sûr que tu vas mourir, cherche-la. Coronette s'illumine. Vous le sentez comme une chaleur sur votre peau. Signalez-vous à vos chevaliers. Le phorocaste prédit une action imminente de l'ennemi. On pourrait espérer que les porteurs photons puissent gérer ça eux-mêmes, marmonne Cataphrine alors qu'ils jettent tout leur tranchoir dans le four. Notre arme la plus puissante devrait pouvoir se protéger de quelques intrus. Ah, mais si la garnison gérait ça, il n'y aurait pas de gloire pour les chevaliers. Isidore est passé d'une terreur feinte mais réelle à une assurance réelle mais bien réelle. Et comme les chevaliers auraient l'air arrogants, restant là pendant que l'ennemi attaque notre arme puissante. Oui, les chevaliers solaires du régent Maximum ne doivent pas avoir l'air arrogants, dit Quinidad sous les rires. En jetant son pain dans le feu, Alia pense à ce que Cataphrine a dit, à propos de l'ennemi faisant ce qui n'a pas de sens. Ça doit avoir du sens pour eux. Ce qui fait le plus de sens pour elle, et pour tous les autres écuyers, doit faire moins de sens pour les monoïstes. C'est, suppose-t-elle, pourquoi ils mènent une guerre interstellaire. L'un d'eux nous a dépassés, dit Vandamme alors qu'une lance de fantassins photophoroi passe précipitamment devant Alia. Elle essaie de prêter attention à Vandamme, mais elle est distraite par les troupes qui essaient aussi de lui prêter attention. Quelques-uns, portant l'icône du riz et du gant d'Oli Cosmogrand, ralentissent pour écouter. « On ne l'a pas abattu ?» demande-t-elle. « On ne l'a même pas vu avant qu'il ne soit dans le gouffre de Sotera. Chaque partie du Père de l'Aube s'est éveillée à la guerre. Les groupes d'Incaglas brillent avec le trafic réseau. Une cloison se ferme derrière les troupes d'Oli avant qu'Alia ne puisse leur faire un clin d'œil encourageant. Le vaisseau est sous-poussé. Une gravité stable. Il quitte le hangar blindé. Vandamme marche devant. Son armure est lourde et presque silencieuse, mais elle émet un grognement basso, un son qui trahit une masse énorme en mouvement lisse et plein d'efforts. C'était une capsule d'abordage furtif à sens unique, ce qu'ils appellent un inévitor. Elle a glissé à travers la zone d'exclusion du Candela comme une souris sautant un faucon merlin. Enlight suppose que c'est ce à quoi nous ferons face aujourd'hui. Des groupes d'abordage livrés par Inévitor. Des groupes d'abordage? Pas des missiles, sire? Des missiles pour accomplir quoi? Nous avons construit cette bête pour rallumer des étoiles mortes. Il tape la cloison avec une certaine affection brute. Tu pourrais faire écraser le Père de l'Aube à travers sa propre masse en antimatière brute, et il s'en sortirait. Pas content, mais il s'en sortirait. Il n'y a aucun moyen de tuer le Père de l'Aube, à moins d'y jeter un œil de l'intérieur. Plutôt beau, n'est-ce pas? Quelque chose de si immunisé à l'entropie brute que vous ne pouvez pas le détruire par la force. Déclenchez la plus grande bombe des portes et ça ne fera rien, car cette bombe ne peut rien vouloir faire. Elle ne peut pas diriger ses énergies utilement. C'est le pouvoir de la vraie foi, le pouvoir de faire des choses comme ça, cette merveille. Impressionnant,
dit-elle. C'est la vérité. 2 chevaliers solaires et leurs lances gardent le pont. L'un d'eux est le chevalier de Quinidad, Walker, qui fait signe à Von Damme de passer avec un regard et un éclat de trafic de données laser. La tête tondue de Walker brille de sueur, son crâne luit de l'intérieur. Il construit son propre entrelacement, excitant le calcium dans ses os. Il regarde Alia, mais voit à travers elle. Le pont. Alia essaie de ne pas rester bouche bée. Échoue. « Wow !» dit-elle. Tout est doré, doré comme des nuages avant le lever du soleil. Il n'y a pas d'ombre. La lumière est d'un bleu pâle, passant à un orange riche, une température de couleur parfaite de 3535 degrés. C'est un sobor synodique, un temple en dôme dédié à l'étoile la plus proche et à ses corps en orbite. Tout le toit, bien qu'il soit enfoui profondément dans la coque du père de l'aube, ressemble à un observatoire ouvert pointé vers les étoiles. Une partie de sa lumière vient directement de l'extérieur, acheminée par des fils d'incagla et des tuyaux de lumière. La rumeur dit qu'on peut bronzer sur le pont du père de l'aube. Les bords du dôme sont sculptés en niches, en demi-dôme, appelés exédras, où des groupes de spécialistes travaillent. Tous les flux de données voyagent sous forme de lumière modelée appelée iconostasis, et ils convergent vers l'hôtel de commandement sous le centre du dôme. Von Damme marche dans cette direction. Alia se hâte derrière lui, surveillant sa cape. « Coronel !» appelle Von Damme, interrompant le murmure presque silencieux. « Capitaine Coronel, reporte face à moi !»« Vieux fou !» tonne une voix. « Tu n'as pas besoin de rapport, tu veux juste te faire griller. » Von Damme, riant, écarte les bras. « Alors grille-moi, lampe à gaz. Qu'est-ce qu'il se passe? Encore coincé dans un miroir ?» Les rangées de techniciens dans les fosses environnantes fixent leur travail avec intensité. Du flux d'informations cohérentes autour de l'hôtel de commandement émerge une figure brillante, avec un halo à la place d'une tête, un corps comme un éclat de lentilles, des mains de gloire blanches. Elle se précipite vers Von Damme, et toute sa lumière se déverse sur son armure comme du feu, comme un soleil sur les pointes de la mer. « C'est bon de te voir, Von Damme, » dit la lumière. Ça ne fait pas une semaine, sentimental. Quelqu'un dans une fosse à proximité halète. Le chevalier a appelé le capitaine un sentimental. Une semaine pour toi, dit la lumière. Pour moi, ça fait une éternité. La lumière et le chevalier rient tous deux comme si c'était la chose la plus drôle jamais dite. Alia, ne sachant quoi faire, pose un genou au sol. Ce doit être Alia, dit la lumière. Une chaleur tombe sur ses épaules, sur son front. Elle hoquette. Vas-tu me présenter, ou devrais-je la faire parler? Lyd, elle se mord la langue. Von Damme touche son épaule. Alia, voici le capitaine Coronel, frange sombre sur des bandes de lumière à travers une fente étroite, dont le nom iridiomaque est Slats. Elle touche son propre front. Il est chaud. Capitaine Coronel, frange sombre sur... Juste Capitaine Slats, mon enfant. Capitaine Slats, sire, illuminé de vous rencontrer. Tu l'es certainement. Slats est un astélie, un être de lumière. Bien sûr, Alia pense que toute vie vient de la lumière, mais les astélies le sont plus directement, étant faits de lumière durcie et de réflexion interne. Il n'y a pas de matière dans le capitaine Slats. Seulement des tourbillons, des puits et des franges de photons autoliés. La lumière dit. L'élève la plus prometteuse que Von Damme ait jamais enseignée. Savais-tu qu'il dit ça? Elle ne le savait pas. Elle fixe le sol, submergé. Aujourd'hui sera un jour important pour toi, dit le capitaine Slats, n'apaisant pas du tout ses nerfs. Von Damme, tu es venu pour la solution d'impact? Oui, capitaine, dit Von Damme. Comment vont-ils nous frapper? À l'angle de phase actuel entre le père de l'aube et Susur Secundi. Nous nous attendons à ce que les inhibiteurs frappent à environ 30 km par seconde. Bien sûr, ils ne peuvent pas décélérer sans rompre la furtivité. Si ces inhibiteurs fonctionnent comme les spécimens de Malédicte, leurs générateurs de Sherazade peuvent différer une dette de 30 km par seconde pendant environ 10 minutes. Von Damme tape sur l'épaule d'Alia.
Et que se passe-t-il après 10 minutes, écuyère? Sire, les commandos monoïstes reprendront leur course à 30 km par seconde, les projetant contre la cloison la plus proche à la vitesse des comètes. D'une manière ou d'une autre, ils savent quand ils vont mourir. Ils prendront ces quarts d'abord, dit Slats, emporteront leurs secrets dans le plongeon pour être déchiffrés dans un cœur d'exégèse. Oui. Tu mourras aussi, dit le capitaine Slats. Ah, dit Von Damme. Son gantelet forme un point. Quoi? Quoi? Alia veut désespérément lever les yeux vers lui, mais à la place, elle fixe le sol. Heureusement, il est réfléchissant. Il va mourir? Lui? Mourir? Tu as vu ça? Répète Von Damme doucement. Je suis tué dans la bataille? Nous ne voyons pas, dit le capitaine. Soudain, il semble tout à fait alien. Nous lidons. La lumière sort de nous et revient transformée. Je l'ai lidée, ainsi, juste maintenant. Je forecaste que tu meurs dans la bataille. Alia veut dire toutes les choses stupides. Maintenant que nous le savons, nous pouvons l'éviter. Non, non, l'avenir est fixé. Le fait que vous nous en parliez est ce qui le fait arriver. Mais elle se souvient de sa fascination d'enfant pour les Astélies. Leurs prophéties sont presque jamais fausses. La grande cosmocordance, la physique telle que comprise par la vraie foi, dit que seul l'inaltérable peut être prévu. Sir Von Damme mourra aujourd'hui. Peu importe ce qu'il fait, ou parce que ce qu'il fera est inébranlable face à la mort. La fierté qui gonfle en Alia enfonce davantage l'épine de l'angoisse. Elle se mord la langue pour retenir un cri de joie et de terreur. Une mort aussi certaine qu'une loi physique, parce que le devoir de Sir Von Damme, même face à la mort, est aussi certain que la lumière. À moins que... Capitaine, lâche Alia. Sire, pourrait-ce être une ruse de l'ennemi? Il existe d'autres modèles de l'univers que la grande cosmocordance. Une ruse, répète Von Damme. Sa main est lourde sur sa gorgette. Il sait ce qu'elle dit, mais il lui donne la question incidente pour qu'elle donne la réponse cohérente, qui est de clarifier qu'elle ne voulait pas dire « Anstrus, sire », dit-elle, un mot qu'un écuyer ne devrait pas connaître. La radiance du capitaine Slats vacille. « Écuyère !» claque Von Damme. Attention à ta situation. Anstrus, blasphème contre la réalité. Une manipulation de choses qui ne peuvent pas être manipulées. Une admission qu'il pourrait y avoir une cosmologie autre que celle des cosmogrands. Ici, de tous les endroits, ce synode solaire à la tête de ce vaisseau sacré n'est pas l'endroit pour proférer un blasphème monoïste, ni le moment. Car, à cet instant précis, la lumière du pont du Père de l'Aube s'assombrit en rouge sang, et un appel retentit depuis l'une des exédras. « Capitaine, le Phorocas détecte un impact imminent. Espace vide spinal supérieur à l'arrière de la basilique numéro 2. Sonnez les alarmes de collision !» fulmine le capitaine coronal frange sombre sur des bandes de lumière à travers une fente étroite. « Garnison, repoussez les intrus, basilique numéro 2. Reworking, tenez-vous prêt à rediriger autour d'un kyste. Sir Von Damme, déployez vos chevaliers. À votre disposition, coronel, promet le maître d'Alia. Écuyère, après moi. Il ferme son casque pour la bataille. Alia se précipite derrière lui. Sire, vous devez me laisser. Il doit y avoir quelque chose que je peux faire. Je suis votre écuyère. Je ne peux pas simplement vous laisser aller au combat en sachant comment ça finira. Sire, s'il vous plaît. Le grand front doré du homme de guerre de Von Damme se tourne vers elle. Regarde la synthèse écuyère. Ce peut être la chose la plus difficile que tu aies jamais à faire. Mais si la synthèse grandit parce que je meurs aujourd'hui, ma mort en valait la peine. C'est tout ce que nous pouvons demander. Pourquoi la synthèse ne peut-elle pas grandir pendant que vous vivez encore? Von Damme rit affectueusement. Alia, sais-tu pourquoi les gens ont la foi? Si c'est une question incidente, elle ne connaît pas la réponse cohérente. Pour nous donner un but, sire? Les gens ne demandent qu'une chose à leur foi. Ils veulent savoir qu'à la fin, tout ira bien. Ce que nous faisons ici, aujourd'hui, à Sotera, peut rendre les choses plus acceptables pour tout le monde. Les monoïstes ont déclaré que cette étoile serait leur 1000e sacrifice.
Nous pouvons empêcher cela. Nous pouvons envoyer un message à Apogée et à tous ceux qui regardent. Inévita n'est pas inévitable. Ils peuvent être vaincus. Mais si vous êtes mort, ce n'est pas acceptable. Pourquoi devez-vous mourir? Elle ne peut pas voir son visage, mais elle peut entendre son sourire. Je ne sais pas, dit-il. Allons-nous le découvrir? Pourquoi les prophéties des Astélie ne peuvent presque pas être fausses? Selon la grande cosmocordance de la foi synthésiste et la physique de la réalité ensoleillée, il n'y a pas de voyage dans le temps. Le passé ne peut pas être altéré. En fait, il n'existe pas. Il n'y a pas d'univers parallèle, de lignes temporelles, de passé figé ou d'avenir attirant. Il n'y a que le maintenant, le présent, l'espace entre les murs, entre l'infini et le rien. Et donc, aucun avenir fixé à prophétiser. Mais les Astélie sont des êtres de lumière, des êtres avec un comportement quantique étrange. L'univers est constamment en train de décider quoi faire ensuite, et les Astélie vivent plus près de ce processus que la plupart. Ils peuvent lire les poids de la fonction d'onde et entrevoir ce qui est susceptible de se produire. Bien sûr, comme tout calcul quantique, parfois ils se trompent. Habituellement, leur vision de l'avenir n'est qu'un mélange d'interférences chaotiques. Mais si une probabilité atteint un pic assez élevé, elle peut se résoudre en un aperçu des choses à venir. Et une condition pour que cela se produise est que l'événement ne sera pas évité en le prophétisant. Ce n'est pas une question de libre arbitre, mais de l'information que l'univers fournit au processus de forecast des Astélie. Les résultats chaotiques ou complexes restent simplement trop divisés pour être prévus. Seul l'inaltérable peut être prévu, ou ce qui a déjà été altéré.